Bonjour, Bernard Kuens, 65 ans, une carrière un peu slalom spécial. J'étais voué à rester en cuisine, mes parents étaient hôteliers-restaurateurs, donc j'ai démarré devant les marmites, j'étais cuisinier, et puis à un moment donné, les accidents de la vie font que il faut faire autre chose, on décide de faire autre chose. Et puis là, je suis parti dans la promotion du tourisme en Alsace pendant quelques années. Après de cela, j'en ai fait du consulting pendant une quinzaine d'années. Et puis là, on est venu toquer à ma porte en me disant il y a un poste qui se libère, c'est la Maison de l'Alsace à Paris. Et donc j'ai eu cette chance, cette opportunité de représenter l'Alsace pendant 17 ans, sur la soi-disant plus belle avenue du monde, en plein cœur de Paris, avec cette chance inouïe de pouvoir tisser les réseaux d'Alsaciens à Paris. Et j'ai eu beaucoup d'aide, j'ai eu des rencontres magnifiques. Je dis toujours que Rémi Pflimlin m'a permis de m'élever, m'a permis de me monter, parce que autour de lui, on prenait du grade, et donc j'avais cette chance-là. Et ces réseaux d'Alsaciens permettaient, par ricochet, d'entrer dans les réseaux parisiens. C'était l'utilité de ces réseaux aussi, parce que sinon ça tournait en rond autour de soi-même. Et donc c'était exceptionnel. Et en revenant, en rentrant au pays, comme on dit, après les bons et loyaux services, ça c'est de l'autosatisfaction, j'ai eu cette chance aussi de prendre la présidence d'un institut des arts et traditions populaires qui se cherche encore, qui va devoir se redéployer, qui va devoir regarder ce qui se passe dans le Landerneau pour être utile aux Alsaciens. Voilà un peu... et donc j'ai pris la présidence de cet institut il y a quelques mois, où j'ai succédé à Jean-Marie Vetter. Voilà un peu, en quelques mots, mon parcours qui, je le dis souvent, est un slalom spécial, quoi. Donc j'ai peut-être loupé quelques portes, mais en règle générale, ça passait. Alors l'Alsace vue de Paris, j'ai l'impression que plus on s'éloigne de l'Alsace, plus on y est attaché. Et j'ai remarqué ça avec les Alsaciens de l'étranger, je le remarquais et je l'observais avec les Alsaciens de Paris. On a cet attachement à l'Alsace quand on la quitte. Parce que quand on y est, il y a l'autocritique, il y a le fait de dire ouais, on devrait faire comme ça, on devrait faire comme ci. Alors, les uns veulent faire comme ça, les autres veulent faire comme ci. Quand on crée quelque chose, on ne crée pas un organisme, on en crée tout de suite 3 pour qu'ils se tirent la bourre, pour qu'ils se fassent concurrence. Et ça, c'est un peu dans le Landerneau. Mais vu de l'extérieur, vu de Paris, il y a ce côté sentimental, ce côté romantique. On ne voit que les bonnes choses. Et la deuxième chose, quand vous êtes dans ce milieu-là, ce sont des gens qui sont dans des fonctions importantes et qui ont envie d'aider l'Alsace. Mais l'Alsace ne veut pas être aidée. Et donc on se retrouve parfois dans des situations totalement idiotes, totalement imbéciles. On a fait un colloque sur l'emploi, sur les besoins d'emploi et de ressources dont l'Alsace a besoin aujourd'hui, mais on a fait ça il y a 10 ans. Et on en parlait aux politiciens alsaciens, ils disaient « mais on est en plein chômage, qu'est-ce que vous nous racontez ?» Enfin, ils ne comprenaient pas le message. Et nous, on a bossé à Paris à vide. Après, évidemment, qu'on voudrait aider Strasbourg, capitale européenne. Mais personne ne veut de cette aide, ici. Parce que les politiciens sont assez forts pour le faire tout seuls. Et donc j'ai connu les splendeurs de cette avenue, les 14 juillet, les manifestations, Nature Capitale et tout ça. Et j'ai connu l'avenue vide pendant les confinements. Et j'ai connu le redémarrage qui était très 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 difficile parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein. Ça ne s'oublie pas du jour au lendemain. Et l'avenue a quand même quelques difficultés. On parle des Alsaciens qui n'aiment pas trop chez eux, mais les Parisiens n'aiment pas les Champs-Élysées, hein. Donc, il y a un désamour des Champs-Élysées. Et je pense que l'avenue, qui a quand même une vitrine mondiale, l'avenue a besoin d'être régénérée, d'être requalifiée, d'être à nouveau pimpante. C'est une des cartes de visite de la France. J'ai gardé mon accent, et ça, c'est quand même génial. Moi, j'ai pris ça pour un atout. Et je vais vous raconter, il m'arrivait de faire quelques opérations de lobbying, pas assez à mon goût, parce que ça aurait été chouette pour l'Alsace.
Quand tu entrais dans un ministère, forcément tu tombais sur 1, 2, 3, 4 énarques. Et avec l'accent alsacien, ils te disaient « Ah, Strasbourg, ah, les Windstube, ah, la cathédrale ». Et ils se rappelaient des jours qu'ils ont passés ici à l'ENA, pas assez, parce qu'ils y passent que 15 jours par an. Hein. Et donc, la glace est rompue. Le dialogue commence. Donc, on peut tout de suite passer à l'étape 2. Et en fait, c'est même un facilitateur, l'accent. Ben, moi, je suis dans cette génération idiote où on a perdu le parler alsacien et on a gardé l'accent. C'est totalement con. Mais c'est comme ça et ça fait partie de l'histoire de l'Alsace. Red's nog een wenig over Latz, over Falsch, met Fahler, red's niet nu. Overlandisch, ja, met een A, met een Lamala, met een Beravega, met een Bredala, niet Bredale. Il y a une solidarité alsacienne. Elle m'a aidé. Elle m'a beaucoup aidé. Quand la Maison de l'Alsace a été mise en vente, j'ai eu les 2 Pflimlin qui sont allés voir les politiques alsaciens en disant qu'ils ne devaient pas faire ça. C'est quand même énorme. Moi, je vous parle des réseaux économiques. Quand vous avez autour de la table le patron de France Télévisions, il n'est plus là, le numéro 2 de la Caisse des dépôts, et je disais souvent que les Alsaciens à Paris, c'est souvent dans les métiers de la finance, de l'assurance, dans les métiers où il faut avoir de la rigueur, c'est là qu'on les trouve. Donc on avait pratiquement toute la ribambelle des compagnies d'assurance qui étaient gérées par des Alsaciens. Donc dans ce milieu-là, oui. Après, on a essayé autre chose, c'était compliqué, c'est qu'on a essayé de rassembler les artistes d'origine alsacienne. C'est comme ça qu'on a vu arriver Alex Lutz. Première fois que j'ai vu Alex, il avait 10 personnes dans la salle. Hein. Et c'était le point virgule, il y avait 10 PK dans la salle. Puis après, il remplit des salles. Donc voilà, on a vu ça. C'est Rodolphe Burger qui m'a dit, maintenant, on peut enfin dire dans le showbiz qu'on est alsacien. Ça passe. Rodolphe Burger qui me dit ça, il a mon âge. Donc ça veut dire qu'avant, ça ne passait pas. Et on a d'excellents photographes aussi. Dans les plus grands photographes, vous avez des Alsaciens, dans les comédiens. Le retour a été facile, hein, parce que ça fait 4 mois que j'ai quitté mes fonctions professionnelles. Le retour était facile parce que j'ai toujours vécu ici, j'avais ma famille à Strasbourg, donc j'ai un relationnel strasbourgeois. Je n'ai pas fait ça ne s'est pas fait parce que ça ne s'est pas présenté ainsi, je n'ai pas fait un pot de départ à la retraite à Paris, mais ma femme et mes 2 filles m'ont organisé un pot d'arrivée à Strasbourg. À ma grande surprise, il y avait 70 personnes dans la salle. Et elles ont rassemblé les différentes étapes que je vous ai racontées avant. Donc j'avais des amis de toutes les étapes. Et c'était génial, ça. C'était un pot de retour, c'était pas un pot de départ. Alors je ne vais pas être objectif parce que j'aime trop l'Alsace. Hein, dans les métiers que j'ai exercés, quand on a la chance de faire ça professionnellement, il faut le faire à 200% parce que vous avez tellement de gens à côté de vous qui ont leur métier et qui font ça à côté de leur métier. Donc il faut au moins dépasser les 150 ou les 180% d'investissement et d'implication dans ce genre d'activité, dans ce genre de métier. Ça, c'est la première chose. Et au retour, est-ce que je l'ai préparé? Je ne pense pas. J'ai eu 2 envies. J'ai eu une envie d'aider l'Alsace, et la politique m'était interdite. Donc, j'ai renoncé très vite. Et j'avais envie d'aider les jeunes, parce qu'on est une région très jeune. Donc je me suis tourné vers la fondation de l'université, je me suis tourné vers l'AFGES, et ils avaient besoin, c'était le moment où ils avaient besoin de gens qui... Moi je suis allé à l'AFGES, j'aurais dit, voyez, ça c'est mon téléphone portable, là-dedans il y a 4000 adresses, dites-moi qui vous avez besoin, ce que vous avez besoin. Si moi je ne peux pas vous l'apporter, j'ai quelqu'un qui saura le faire. Et c'est comme ça qu'on a bossé. Et donc ça m'a... L'aide que j'ai apportée aux jeunes étudiants m'a plus aidé, moi, à me remettre dans ce chemin alsacien que les sous, les légumes que j'ai apportés dans cette période-là. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Ensuite, aider l'Alsace, j'ai cherché mon chemin, je l'ai trouvé par l'Institut des Arts et Traditions Populaires, où j'ai été adulé par Jean-Marie Vetter et qui m'a désigné comme étant son successeur, et qui a fait en sorte que cette succession se passe bien. On l'a géré ensemble, c'est-à-dire, j'ai dit, le temps que je suis à Paris, tu continues,
Et puis la relève, je la prendrai après, quoi. Donc ça s'est superbement bien passé. Et j'ai la chance d'avoir un comité autour de moi avec les anciens et des nouveaux qui arrivent. Et il y a une entente là-dedans, donc c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fera? Comment qu'on va pouvoir aider l'Alsace? Comment qu'on va pouvoir monter des projets? C'est ça le sujet. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. L'Institut des arts et traditions populaires, c'est une schnapsidée de Germain Müller. Et Germain Müller décidait qui était un bon Alsacien qui méritait le bretzel. Après, il disait qu'il y avait un comité qui se réunit et que ça se décide entre la poire et le fromage, en fait, après le 3e schnapps. Et donc, ça se passait comme ça. Mais c'était bien. Quand on regarde la période de Germain Müller, c'est Germain qui a décoré en quelque sorte Tommy Unger, que les Alsaciens ne connaissaient plus. C'est Germain Müller qui nous a expliqué que le mime Marceau était d'origine alsacienne, qui s'appelait Mangel. Voilà, avec des personnages comme ça. Après, on a tous les poètes, on a toute la série dont on ne parle plus. Claude Vigée, c'est un bonhomme extraordinaire. André Weckmann, Nathan Katz, on n'en parle plus de ces gens-là. C'est un peu dommage. Claude Vigée, je l'ai reçu à la Maison de l'Alsace, c'était génial. Je l'ai appelé un vieux monsieur, une vedette pour moi. Je dis, monsieur Vigée, je vous envoie un taxi pour venir vous chercher. Quoi? Un taxi? Mais moi, je viens avec l'autobus. Il avait déjà plus de 85 ans. Et allez, il m'a sorti cette phrase remarquable. Il m'a dit, vous savez, dans ma génération, ça déboise. Il parlait de ses amis qui ne sont plus là. C'était énorme, quoi. Ça, c'est Vigée, c'est simple, c'est bon, c'est alsacien. Weckmann, c'était pareil, avec son côté romantique, fleur bleue, écolo et tout ça, avec ses mots à lui. C'était exceptionnel. Cet institut qui est en train de se muer, qui est en train de changer, je ne voudrais pas qu'il reste qu'un distributeur de bretzel. Parce que sinon, on prend un appareil automatique et avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il vous sort des listes, il vous sort des noms, et ça, c'est facile à faire. Je pense que l'Institut pourra dépasser ce cadre-là. Mais c'est vrai que lorsque vous voyez, alors maintenant j'y suis depuis 4 ans, mais lorsque vous voyez certaines personnes monter sur scène pour recevoir le petit bretzel à mettre à la boutonnière, c'est étrange parce que ils attendent ça. C'est la reconnaissance alsacienne. Donc je vous parle de gens qui ont la Légion d'honneur, qui ont le mérite, qui ont... quand j'ai croisé un jour Serge Dups, je lui ai dit, mais tu n'as pas le bretzel, toi? Et j'ai dit, je vais réparer l'injustice. Et on a remis le bretzel d'or à Serge Dups, qui pourrait mettre, s'il mettait toutes ses breloques, il serait colonel russe ou georgien, mais il en aurait un paquet, quoi, avec tous ces titres en sommellerie et autres. Et quand j'ai vu Serge Dups recevoir ce prix, pour lui, c'était quelque chose, ça représentait quelque chose. Quand je vois Pierre-Étienne Bincheller, patron de Soprema, parler du bretzel ou se mettre en scène, on avait l'impression que c'était un jeune communion. C'est énorme, c'est ça ce qui est beau. C'est ça ce qui est beau. La volonté, c'est de ne pas être trop élitiste et que strasbourgeois. Le bretzel d'or, c'est l'Alsace des villes et l'Alsace des campagnes. C'est l'Alsace du Sud et l'Alsace du Nord. Et de temps en temps, vous avez des choses remarquables faites par des gens modestes, simples, celles qui cultivent ces légumes dans le Korsberg, Marthe, Keren, c'est aussi beau que Pierre-Étienne Bincheller. Donc, de temps en temps, il faut aller dénicher cela. Et ça, c'est joli aussi, et ça fait du bien. Et après, et puis depuis l'histoire du Covid, c'est plus ressenti qu'avant. Aujourd'hui, on cherche aussi à distinguer des actions de bienfaisance, des associations qui font des trucs géniaux parce qu'on n'en parle jamais, on n'en parle pas assez, et donc pour les mettre à la lumière. Moi, je suis né dans un village de 700 habitants, j'aurais dû y rester, et aujourd'hui, je suis adopté à Strasbourg, donc j'ai les deux facettes, quoi. Et moi, j'ai adopté Strasbourg, que j'aime beaucoup, parce que je la défends bien, je la trouve belle. Mais
Même si on y plante beaucoup d'arbres en ce moment, c'est peut-être bon aussi pour Strasbourg, c'est bon pour nous. Alors en tant que retraité à Strasbourg, c'est formidable, mais après, il ne faut pas oublier les jeunes, il ne faut pas oublier l'emploi pour les jeunes, il ne faut pas oublier leur avenir. Alors, si l'on regarde l'histoire de l'Alsace, l'Alsace était prospère quand elle était ouverte sur le Rhin. Si on l'enferme dans un carcan administratif qui va jusqu'à Nogent-sur-Seine, c'est peut-être pas la meilleure idée. Et si cette grande région ne s'occupait que du supra-régional, parce que les trains, que les écoles portent l'étiquette de cette grande région, c'est pas gênant. Mais que localement, on laisse les gens réagir, faire, agir, prospérer tel qu'ils le souhaitent. Moi, je ne supporte pas que les ordres viennent d'Épernay ou viennent de Givet dans les Ardennes. À Givet, dans les Ardennes, la problématique, elle est totalement différente qu'à Saint-Louis, dans les trois frontières. Et je pense que ce sera plus facile avec un non-alsacien à la tête de la grande région. Je l'espère. Il y a eu le chambardement des régions voulu par le président et son premier ministre, et il y a eu des grandes régions. J'observais attentivement, parce que j'étais très ami avec les gens de l'Aquitaine, de la maison de l'Aquitaine. Et j'aimais bien échanger avec eux. Et je me retrouve avec Rousset, qui faisait ses vœux à la maison de l'Aquitaine et qui expliquait la grande Aquitaine, dont il n'a pas voulu. Lui aussi. Et on peut difficilement... Ça met du temps, ça met 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce genre d'affaires. Et donc, nous, on a souffert de ça par rapport à la Bretagne, qui n'a pas eu de changement et qui continuait telle qu'elle. Parce que là, pendant 10 ans, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de la réorganisation et on a fait de la structuration, on n'a rien fait. Alors, en façade, on nous dit que économiquement, on a fait ceci, on a fait cela, mais ça se serait fait sans eux. Donc, maintenant, voyons ce que ça va donner. Est-ce qu'il va y avoir un Big Bang de ces grandes régions ou pas? Et comment on va s'en sortir? Donc, après cette restructuration. C'est ça ce qui m'intéresse aujourd'hui. Qu'elle se distingue et qu'elle se bonifie et qu'elle sorte par le haut. Si c'est pour s'enfermer dans un carcan proche de l'autonomie, proche de tout cela, non. Mais si c'est pour sortir par le haut et travailler pour nos jeunes générations, mon petit-fils s'appelle Muckensturm, tempête de mouche. Il sera alsacien par son nom. Il devra le porter toute sa vie. Et on ne va pas franciser son nom. Et donc, que cette histoire, ils la connaissent. Qu'ils s'en servent, qu'ils puisent là-dedans. Et que cette alsacianité, on en fasse un modificateur, il ne faut pas qu'on en fasse un réducteur. Vous avez les mêmes histoires, il ne faut pas se leurrer, entre le Baden et le Württemberg. Hein. C'est exactement pareil. Hein. Quand vous parlez avec les Badois, surtout après une bouteille de Riesling, ils vous racontent que ce n'est pas aussi idyllique que ça, la grande région pour eux. Hein. Et nous, on a cette proximité avec le Pays de Bade. Et on ne la travaille pas assez. Ah, j'ai fait un jour une conférence à Mülheim. Et je me suis empressé de parler le Hochdeutsch. J'ai fait beaucoup d'efforts. Et puis à un moment donné, on me dit, mais tu parles pas comme nous, toi? Tu parles pas alsacien? Pourquoi que tu parles le Hochdeutsch? Mais rétaviatu. C'était énorme, quoi. C'était un moment où je me suis dit, mais merde, ils ont raison, quoi. Bah, la coopération transfrontalière, elle est extrêmement difficile. J'ai un peu baigné là-dedans avant d'aller à Paris. Et on disait, de manière narquoise, on disait, ce ne sont que des pistes cyclables. C'est vrai qu'on en a fait beaucoup, des pistes cyclables. Mais derrière les pistes cyclables, il y a tout le travail de fond entre Badois, entre Allemands et Français, qui doit se faire, qui doit s'établir. On n'a pas fait l'effort au niveau des langues. 30 ans de coopération transfrontalière, regardez le nombre d'Allemands qui apprennent le français et regardez le nombre d'Alsaciens qui apprennent l'allemand, c'est dramatique. Ma génération n'est plus sur le marché de l'emploi. Ma génération n'est plus dans l'échange politique, diplomatique, professionnel entre les deux pays. Des essais sont faits. C'est compliqué, c'est très compliqué. Mais qui décide pour côté français ?
c'est la SNCF, c'est à Paris. Quand ils ont fait les études sur le TGV, ils ne savaient pas qu'il y avait des clients de l'autre côté du Rhin et qu'ils pouvaient aller les capter. Donc quand ils ont fait les études, elles se sont arrêtées à Strasbourg. C'était le drame de l'attente du TGV. Ils croyaient que c'était comme à Brest, que derrière, il n'y a plus rien. Et quand vous regardez les TGV le matin à Strasbourg, ceux qui viennent d'Allemagne, ils sont à moitié pleins. Ils sont à moitié pleins pour aller à Paris. Et alors, dans ce domaine-là, je crois qu'il ne faut pas seulement voir le landerneau, il faut aussi voir la politique européenne d'un plan plus général. On ne dit jamais assez merci aux Stuttgartois qui ont décidé de poursuivre les travaux de la gare. Parce que ça, les Alsaciens devraient être reconnaissants. Il y a eu un référendum quand les Verts sont arrivés à Stuttgart. Est-ce qu'on continue ou pas les travaux de la gare souterraine? Et cette gare souterraine fait en sorte que la ligne Paris-Munich passe par Strasbourg. Parce que sinon, elle aurait fait le détour par Francfort et par Metz. Et on aurait été le cul-de-sac. Et là, on a cette chance aujourd'hui, avec ce qui nous arrive et ce qui arrivera pour les générations futures, d'être à un croisement de TGV est-ouest, nord-sud. C'est un problème d'hier. C'est pas parce qu'on va fêter le 14 juillet à l'Europa Park qu'on a fait du bon boulot pour les relations transfrontalières entre l'Alsace et le Bade-Wurtemberg. C'est pas là que ça se passe. On a ce côté pittoresque, alimentaire, vinique, qui fait qu'on a une chance inouïe, climatique, naturelle, paysagère, patrimoniale, qui fait que c'est quand même joli, c'est quand même beau. On est dans un environnement magnifique. Ça, c'est la première chose. Ensuite, qu'on arrive, parce qu'on ne peut pas rester fermé sur soi-même là-dedans, et on était pro-européen. J'espère qu'on le reste. Quand je vois à Strasbourg des gens qui sont contre l'Europe, ben c'est totalement idiot, parce que c'est une ouverture. Et cette ouverture, elle est importante. Je ne connais pas une ville de la taille de Strasbourg en France où l'on parle autant de langues. Quand vous êtes sur une terrasse à Strasbourg, vous entendez parler 10 langues différentes. Vous n'avez pas ça à Bordeaux, vous n'avez pas ça à Toulouse, vous n'avez pas ça à Lyon. Et ce côté international, on devrait le cultiver, on devrait en faire une force, on devrait en faire... C'est comme la gare de Stuttgart. Bruxelles a lancé un concours d'architectes pour refaire le Caprice des Dieux, qui doit être démoli. C'est peut-être le moment de travailler contre ce projet en disant, mais on a un Parlement européen, il est à Strasbourg. On a un bâtiment pour le Parlement européen, il est à Strasbourg. Et aujourd'hui, avec le digital, la numérisation et la possibilité de visio entre les villes, c'est peut-être plus aussi rude que c'était auparavant, où il fallait déplacer des camions de paperasse. Ces camions de paperasse, on en a peut-être plus besoin. Donc les choses pourraient aussi s'atténuer là-dessus. Je pense que c'est la carte à jouer pour les prochains mois, les prochaines années pour Strasbourg, et de jouer sur cette Europe démocratique, cette Europe des peuples, avec la Cour des droits de l'homme, avec le Conseil de l'Europe, et de jouer cette carte qui n'est pas l'Europe des trafics, l'Europe des lobbying, l'Europe de la technocratie. Laissons la technocratie à Bruxelles et faisons en sorte de magnifier le côté parlementaire et le côté démocratique des institutions à Strasbourg. Oui, on a maltraité les paysages, on a maltraité les villages, on a mité avec les lotissements. J'ai habité en lotissement, oui, pendant quelques années, mais à culpa. Oui. Mais on a, autour de Strasbourg, il y avait une période avant la Maison de l'Alsace où je travaillais mi-temps sur l'Alsace et mi-temps sur la Franche-Comté et le Jura. Ici, on a 350 habitants au kilomètre carré. Là-bas, ils en ont 30. Donc les comparaisons ne sont pas possibles. Et donc, là où ça devient grossier, c'est quand on massacre des terres agricoles pour en faire des zones industrielles. Alors qu'auparavant, il faudrait peut-être d'abord désaffecter ce que l'industrie a souillé pour y remettre de l'industrie. Et de ne pas mettre de l'industrie. Il y avait un préfet, dans mes jeunes années aurinoises, il y avait un préfet qui avait interdit de construire des bâtiments industriels à droite de la RN 83 pour préserver le paysage.
Ben, ça n'a pas été respecté. Alors, le prisme vient de ce qu'on était, de ce qu'on a appris, de l'histoire qu'on a vécue, et qui nous permet de transcender un certain nombre de choses. Ensuite, ça nous forge le caractère, ça nous forge le tempérament qui a encore aujourd'hui une certaine valeur. Je me rappelle Dominique Hummel, quand il a pris la direction de la Charente, il n'était pas tout de suite au Futuroscope, il était directeur général des services de Monory. Quand il est arrivé là-bas, on a dit désormais, il faudra être à l'heure le matin, parce que il vient d'Alsace, lui, il est à l'heure. Véridique. Je vous parlais des assureurs tout à l'heure. C'est vrai qu'on a ce côté rigoureux. On reconnaît notre force de travail. On reconnaît notre ponctualité. On en parlait tout à l'heure. À Paris, les petits déjeuners de Parisiens commencent à 9h. Les petits déjeuners d'Alsaciens, c'est à 8h. On était chez France Télévisions à 7h30. Hein, et le café était servi. Et donc, il y a un certain nombre de règles comme ça qui sont dans nos gènes et qu'on a hérité nos parents, nos grands-parents et de tout ça. Il y a cette particularité. Ensuite, c'est vrai qu'aujourd'hui, dire on est alsacien, on est corse, on est basque, dans la mondialisation de l'économie, dans les vacances, dans la façon de vivre dans ce monde, ça peut peut-être paraître désuet, mais quand vous voyez un Basque à Paris, deuxième phrase, il vous dit qu'il est basque. Quand vous voyez un Corse à Paris, bon, ils ne le disent peut-être pas tout de suite. Les Corses sont un peu plus prudents. Ils attendent d'être dans le bon moment pour vous le dire. Et il y a ces particularités. On parlait tout à l'heure de la Maison de l'Alsace, mais la Bretagne a quitté Paris. La Maison de la Bretagne, quand Ségolène Royal a demandé de supprimer toutes les maisons de région, elle a quitté. Elle est revenue 2 ans après parce qu'elle voyait qu'elle avait fait une erreur. Et la Bretagne avait besoin de ce poste avancé, plus que les Alsaciens. Plus que les Alsaciens. Parce que les Bretons devaient monter en gloire à Paris pour revenir au pays. Et ça, chez les Bretons, ça marche toujours. Hein. Il faut avoir un strapontin à Paris et après, on est adulé en Bretagne. Ici, c'est pas le cas. Ici, quand tu as réussi à Paris, tu as du mal à rentrer au pays, tu as du mal à être reconnu en Alsace. Hein. L'histoire de l'Alsace, alors, c'est des questions de génération. Là, maintenant, je suis dans la phase transmission avec mon petit-fils pour lui expliquer un certain nombre de choses. J'étais dans la phase du jeune enfant avec des parents qui vous racontaient pas grand-chose de ce qui s'est passé pendant la guerre. Les grands-parents non plus. Alors, dans certaines familles, c'est qu'ils avaient peut-être aussi des choses à cacher, mais disons, c'était un sujet qu'on n'osait pas aborder, que les anciens n'abordaient pas, et quand tu étais gamin et que tu posais des questions, tu avais des réponses déviantes qui disaient « t'as autre chose à faire que de t'occuper de ça ». C'était assez fermé. Et arrive la période où tu commences à fréquenter les bistrots. Moi, j'y suis né dans un bistrot, donc j'y étais très tôt. Et où tu entends des trucs. Celui-là, il était allemand pendant la guerre. Alors tu regardes, tu dis, ah bon, ouais. T'avais des choses comme ça qui sortaient. T'avais l'homme politique, ouais, celui-là pendant la guerre, il en a profité. Maintenant, il défendait l'Allemagne, maintenant il défend la France, ça s'entendait aussi. Donc on avait ce côté, on se posait des questions et il fallait aller soi-même dans les livres d'histoire, dans la recherche, parce que sinon, d'abord on recevait des trucs, des brides, mais on ne pouvait pas voir ce qui se passait. L'histoire des malgré nous, là. Moi je suis heureux de voir actuellement qu'on doit rééditer le Saison d'Alsace sur les malgré nous, mais on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. C'est des trucs... c'est des choses enfouies en nous. Et si vous parlez de ça, aujourd'hui, pour aller dans la culture et l'identité de l'Alsacien, c'est enfermé en nous. C'est enfermé en nous. Je trouve que c'est drôle qu'aujourd'hui,
ça ressort, mais ça ressort par les historiens, par les gens qui nous présentent les choses différemment. Ce ne sont plus des témoignages. On n'est plus dans l'émotion, on est dans le factuel de l'histoire. Et c'est une période intéressante à ce sujet-là. Et ça permet d'enrichir cette identité alsacienne parce que ça fait nos différences. Ça fait... moi, je reviens de 17 ans à Paris, je vois l'offre culturelle en Alsace et de l'autre côté du Rhin, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire quand on voit, juste d'un point de vue musée, exposition et autres, ce qu'on a comme offre ici, mais c'est fabuleux, c'est énorme. Donc que ceci nous enrichisse, que ceci nous perfectionne, nous bonifie. Je ne fais pas la différence entre l'allemand et l'alsacien. J'aime le dialecte, mais le dialecte est un passeport aussi vers l'allemand. Si on ne fait rien, l'identité, elle disparaît. On peut lui donner une durée de vie de 10 ans, de 20 ans. C'est Germain qui chantait Mir sind Letzter. On va y arriver, quoi. On va y arriver. Et puis après, on se demandera pourquoi qu'on est maqué avec la Sarre alors qu'on a le Bade-Württemberg à côté. On a tout ça, quoi. Et la Suisse. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée dans une expo là, sur l'histoire de l'Alsace, c'est notre capacité à faire de la résistance passive. Et je trouve que ça colle vachement bien avec l'alsacien. C'est-à-dire, on est contre, mais on ne fait rien. Donc on n'agit pas. Et on est dans cette résistance passive. Ça, j'aime bien.